Laurine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Confusion entre risque, incertitude et sortie de zone de confort. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un épisode pour toutes les personnes qui ont du mal à passer à l'action parce que elles ont des peurs, et ce qui est tout à fait légitime, on a le droit d'avoir peur, il faut complètement accueillir ces sentiments, parce qu'ils veulent dire quelque chose, c'est une forme d'intelligence, la peur. Et j'ai envie d'aujourd'hui qu'on travaille ensemble la perception du risque en immobilier, parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir du mal à passer à l'action, parce que vous avez l'impression que ce que vous allez faire est quelque chose de risqué. Alors, évidemment, je veux pas que dans cet épisode, vous ayez la fleur au fusil et vous vous dites « c'est parti, j'y vais, on s'en fout ». C'est pas du tout l'objectif de cet épisode. Vous allez voir dans cet épisode, on va parler déjà de la notion de risque et ce qu'elle est réellement. Et ça, c'est vraiment super important. D'accord ? Et ensuite, on va peut-être réfléchir à comment faire pour que cet outil nous aide dans la prise de décision de est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas. Alors, je pars du principe, imaginons, vous avez repéré un projet, vous avez repéré, je sais pas, une maison à découper, vous avez repéré un petit taudis à transformer en love room cosy, n'importe quoi. Ok, vous avez repéré un projet potentiel. Mais évidemment, comme on a des peurs, souvent quand on débute en immobilier, même quand on n'est pas débutant, mais en tout cas quand on sort de sa routine classique d'investissement, d'accord, de choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, forcément ça fait super méga peur. Et c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui pour savoir comment est-ce qu'on fait pour déjà détecter, est-ce que c'est juste une peur complètement irrationnelle, est-ce que c'est un vrai risque, et comment est-ce que je vais faire pour le mesurer ce risque, et je vais vraiment vous donner mon outil concret. Alors, déjà, ce qui est super important pour moi, c'est que il faut réussir à se regarder en face quand on dit que quelque chose est risqué. Parce que moi, j'ai déjà remarqué plein de fois que les gens utilisent le mot risque, mais sans comprendre ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'on va avoir peur de quelque chose et on va juste dire « Ah c'est risqué ». Voilà, c'est risqué. Voilà, c'est risqué, il y a des risques, c'est connu. L'immobilier, c'est très risqué, la bourse, c'est très risqué, les crypto-monnaies, c'est très risqué. En fait, voilà, on va dire des banalités comme ça, où on va dire ah non, les travaux, c'est risqué, ou ah, les colocations, c'est risqué. En fait, voilà, on va utiliser le mot un petit peu comme fourre-tout, juste excuse pour se dire ah attends, trop risqué, du coup, j'y vais pas. Voilà, c'est risqué. En fait, et c'est bizarre parce que dans le quotidien, quand les gens parlent en utilisant ce mot risqué, on le remet pas trop en question. Tu vois, moi, par exemple, peu importe, ça peut être quoi, ça peut être même une opération médicale, le médecin dit que c'est risqué, si c'est risqué, moi je le fais pas, tu vois, il a dit que c'était risqué, entre guillemets, c'est le mot qui comment dire, qui tue toute la conversation parce qu'on va pas plus loin. C'est ça qui est assez triste en même temps parce que ça fait que les gens ils se remettent pas en question par rapport à la chose. Donc voilà, déjà, il faut bien comprendre, est-ce que c'est un mot fourre-tout qu'on utilise, le risque ? Et en réalité, qu'est-ce qui se cache derrière ? Alors déjà, je pense qu'il y a quelque chose qui se cache derrière, que quelqu'un qui vous dit que quelque chose est risqué, c'est juste qu'il veut pas que vous y alliez. Voilà. Il vous a pas trop expliqué c'était quoi le risque, mais il veut pas que vous y alliez, donc il vous dit que c'est risqué. Voilà. C'est juste donc quelqu'un qui veut vous orienter vers une décision, sans aller en plus plus loin dans les risques, ou peut-être qu'il va dire un grand mot, genre il y a un risque de volatilité du marché, il y a un risque, je sais pas, n'importe lequel, un risque de défaillance des locataires, enfin bref, il va utiliser un mot, il dit ah oui, donc du coup, oulala, ça a l'air d'être un gros risque. Un gros mot, c'est un gros risque. Donc en fait, du coup, tu te retrouves à boire les paroles de quelqu'un qui utilise un gros mot, un risque, et donc tu dis voilà. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est toi-même qui as méga peur. Tu as méga peur, ce qui est légitime, bien sûr, on a le droit d'avoir peur. Mais ce qui est malheureux, c'est de cacher sa peur en disant que c'est pas la peur le problème, la peur c'est le risque. Ah oui, c'est risqué. Donc en fait, par exemple, ça te fait très peur de mettre en place une colocation. Parce que tu as des peurs, je sais pas, n'importe quoi, qu'une colocation...
oh là là, tu vas te faire réveiller par tes colocataires parce qu'ils vont se disputer parce qu'il n'y a plus d'eau chaude dans la douche et donc ils vont t'appeler en plein milieu de la nuit et toi, tu vas devoir gérer ces problèmes. Donc toi, tu t'imagines déjà ça dans ton esprit de peur et de stress et tu te dis, oh là là, oui, non, ah oui, non, t'imagines. Ah, et puis imagine, ils s'entendent pas. Imagine, ils s'entendent pas et que je dois carrément faire de la médiation. Imagine, ils se tapent entre eux. Tu vois, genre, les colocataires se tapent entre eux, tu vois. Donc en fait, t'as vraiment des peurs et là, d'un seul coup, tu dis, ah oui, non, ah non, les colocations, c'est risqué. Hein, parce que, alors, au niveau de la gestion, c'est vraiment catastrophique. Et puis, imagine, ils partent. Alors, du coup, il y a tout le temps quelqu'un qui est pas là. Du coup, j'arrive pas à trouver des locataires qui s'entendent entre eux. Donc, en fait, c'est hyper risqué. Voilà, n'importe quoi. Et en fait, tout ça, ça vient d'une peur. Donc, en fait, il faut juste, au lieu d'utiliser ce mot bouche-trou, c'est du risque, bah non, allons-y, creusons. D'où vient cette peur, tu vois? Pourquoi j'ai cet imaginaire-là? Pourquoi je m'imagine déjà ça quand j'entends ça? Pourquoi j'imagine que quand j'entends parler d'un gros chantier, j'imagine une catastrophe? Ah oui, parce que peut-être que j'ai regardé un reportage sur M6 qui a montré quelqu'un qui a fait un chantier horrible, et qui s'est fait arnaquer par tous les artisans, et du coup ça m'a vraiment choquée, et je me rends compte que les travaux c'est vraiment hyper risqué, tu vois. Bah, en fait, voilà, essaye de comprendre qu'est-ce qui t'a imprégné cette peur, et ensuite comment est-ce que tu peux la confronter par rapport à la réalité. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ça existe des colocations où ça se passe bien? Oui, ça existe. Donc, quelle est la différence entre une colocation qui se passe bien et une colocation qui se passe mal? Est-ce qu'il y a une différence de gestion? Est-ce que c'est en fonction de la localisation, du profil des locataires qui ont été sélectionnés, etc., etc. Moi, par exemple, quand les gens ils me parlent de risque d'impayé, moi, ça me... Oui, il y a un risque d'impayé, mais est-ce que ça me fait peur? Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi avec ma méthode rationnelle au niveau du risque. Mais c'est juste que là, dans cette partie-là d'épisode, c'est méfiez-vous de vous-même. Quand vous dites c'est risqué, posez-vous la question, attends, est-ce qu'il y a une peur qui est cachée derrière? Et est-ce qu'on va réussir à poser des chiffres dessus? Et d'ailleurs, on va en parler juste après des chiffres. Et ensuite, il y a tout ce qui est sorti de zone de confort, et ça, c'est absolument naturel. C'est-à-dire que quand on a l'habitude de faire quelque chose, parce qu'on le fait tous les jours, on a l'impression que c'est pas risqué. Tu vois, je sais pas, par exemple, je pense quelque chose au pif. Par exemple, les gens qui font du vélo. Vous avez du vélo sur la route. En fait, je le sais, c'est que quand tu as l'habitude de faire du vélo sur la route parce que tu aimes bien te déplacer en vélo, tu as l'impression que c'est pas risqué parce que tu as l'habitude de le faire tout le temps. Tu dis, je fais attention. Mais quand t'as pas l'habitude de faire du vélo sur la route pour te déplacer à droite, à gauche, et que tu commences à faire du vélo, en fait, t'es flippé. T'as l'impression que c'est hyper risqué. T'as l'impression que t'es hyper fragile sur ton vélo. Alors, je vais pas dire de quel côté je me situe. Je vais laisser le mystère dans cet épisode. Mais en tout cas, peut-être que vous pouvez vous projeter, de vous dire, des fois, il y a des choses comme ça, vous avez l'impression que d'un œil extérieur, c'est risqué, mais une fois que vous le faites, vous avez l'impression que c'est plus risqué. C'est même le ski de descente, tu vois. Le ski de descente, t'as l'impression que quand t'as l'habitude d'en faire, tu te dis, non, c'est pas risqué. Mais quand t'es quelqu'un qui a jamais fait de ski de descente, en fait, t'as vraiment méga peur parce que t'as l'impression que c'est hyper dangereux. Et donc, en fait, c'est comme ça que ça se passe aussi en immobilier. Et il faut se rendre compte que, naturellement, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, on va forcément dire que c'est risqué. Alors que quand on est dedans, on va se dire, non, je vois pas de quoi tu parles. Donc, des fois, c'est vraiment super drôle parce que moi, je sais que quand on parle d'immobilier et que je dis qu'on a de l'immobilier et tout et que ça se passe bien, en fait, je sens que les gens, tu sais, alors déjà, eux, ils comprennent pas. Et puis, si quelqu'un me parle de ses peurs en immobilier, mais des fois, ça m'échappe tellement parce qu'en fait, j'ai tellement l'habitude que maintenant, je vois même plus le truc, en fait. Je vois même plus le risque. Tu vois, c'est comme si quelqu'un te dit, quand tu fais du ski, oui, mais comment tu fais si jamais il y a une bosse, ou il y a une déviation, ou s'il y a quelqu'un qui te fait une queue de poisson, et que tu vois pas arriver, comment tu fais? Oui, non, ça me fait trop peur, du coup, non, c'est trop dangereux pour moi. Mais en fait, toi, peut-être que tu es skieur et que tu as l'habitude de gérer la circulation, et que quand il y a trop de monde, tu vas pas et tu vas sur une autre piste. Et en fait, en gros, tu gères ton risque à ta façon. Mais du coup, toi, comme tu as l'habitude d'en faire, tu vois pas du tout plus trop où est le risque. Alors, c'est peut-être peut-être que c'est dangereux quand même, hein, je dis pas le contraire. Mais vous voyez que la perception va pas être la même. Donc, essayez aussi de vous rendre compte si est-ce que votre perception, elle n'est pas biaisée par le fait que comme vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous voyez du risque partout. Et maintenant, pour ramener de la rationalité à tout ça, je vais vous expliquer concrètement, vraiment, qu'est-ce que c'est qu'un risque? Parce que là, vous avez vu, on a un petit peu
fait un peu un petit ménage sur ce qui se cache derrière le mot risque. Les gens, ils l'utilisent. Mais en réalité, en fait, il n'y a qu'une seule chose dans le risque. C'est ces deux notions. D'accord ? Un risque, c'est ces deux éléments, d'accord, qui vont ensemble. Un risque, c'est premièrement la probabilité de survenue d'un événement. Okay ? Donc c'est un pourcentage. Par exemple, les impayés de loyer. Alors les impayés de loyer, ça c'est une grande peur classique qui survient très régulièrement. Et on peut voir sur Internet, il me semble, des chiffres aux alentours de 2-3% dans toute la France de survenus d'impayés et peut-être un peu plus même en Île-de-France qui montent peut-être à 3-4%, il me semble. Donc en fait, c'est des statistiques qui sont annoncées haut et fort et puis vous pouvez les trouver sur des sites très officiels qui sont vraiment vrais. La seule question déjà, c'est quand on met impayé, qu'est-ce qu'on entend par impayé ? En fait, un impayé, ça commence à partir de 1 mois de retard. Donc en fait, ils mettent dans ces statistiques absolument tous les impayés, même quelqu'un qui a 1 mois de retard. Or, en réalité, quand on a vraiment peur des impayés, c'est pas le risque là qui nous fait peur. Le risque qui nous fait vraiment peur, c'est le locataire malveillant qui a bel et bien décidé d'arrêter de payer son loyer et pendant 12 mois va nous forcer à faire des procédures judiciaires et que ça va durer pendant vraiment un certain temps. C'est ça en vrai qui nous fait peur. Donc en fait c'est ça qui est déjà un petit peu embêtant avec ces statistiques annoncées partout parce que tout le monde se dit ah oui c'est quand même 2-3% le risque d'impayé ou 3-4% bref en fonction de la région, alors qu'en réalité c'est pas ça du tout. Parce qu'en fait, ça englobe des légers retards. Qui n'a jamais eu de retard de paiement de loyer ? Je veux dire, même quelqu'un de bonne foi peut de temps en temps avoir oublié de faire un virement. Nous, ça nous est arrivé avec nos locataires. Quelqu'un qui croyait que le virement était en place, finalement, il n'était plus en place. Des petits trucs. Et juste, tu fais un rappel, bam, 2 jours après, le virement tombe et c'est réglé. Donc, ça, c'est le premier point. C'est que déjà, cette statistique-là, elle m'énerve un petit peu parce qu'elle n'est pas tout à fait réelle et utile. En fait, la vraie statistique qui devrait vous intéresser, c'est combien de pourcentage sur les baux qu'on a signés, lesquels vont vraiment conduire vers une catastrophe. Et ça, j'ai demandé à ChatGPT parce que c'est pas facile d'avoir ce genre de statistiques. Lui, ce qu'il me dit, c'est que c'est plutôt en dixièmes de pourcentage par bail et par an. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est qu'on est aux alentours de 0,2 à 0,5% si jamais vous gérez correctement vos affaires. Donc c'est-à-dire que, grosso modo, si jamais il y a un petit impayé, la plupart du temps, en fait, les petits impayés se règlent. Soit on relisse le retard, soit c'est tout simplement un oubli, d'accord ? Soit c'est vraiment quelqu'un qui a une difficulté ponctuelle financière et tout de suite ça se remet en ordre dans les mois qui viennent, d'accord ? Soit en fait, c'est quelqu'un qui a une difficulté de payer son loyer réellement parce que son niveau de vie a baissé. Et en général, nous, ça nous est arrivé une fois, quelqu'un qui était en difficulté financière. Et en fait, il a tout de suite compris par lui-même que c'était plus intéressant pour lui de déménager pour trouver un endroit avec un loyer moins cher, plus adapté à son besoin et à son train de vie qu'il pouvait se permettre. Et donc, en fait, à l'amiable, la personne, elle est partie et on a eu, je crois, même 0 impayé au final parce qu'elle tenait à être bien à jour sur ses loyers et elle a rapidement changé de location. Donc, ça, en fait, c'est dans la grande majorité des cas. Et donc, quand vous vous retrouvez avec quelqu'un de malveillant, c'est vraiment quand même assez rare. Attention, hein, c'est pas parce que c'est rare qu'il ne faut pas faire attention. C'est-à-dire que moi, je pense quand même que les gens qui font pas du tout attention sont beaucoup plus à même à avoir ce genre de risque que les gens qui ont une gestion scrupuleuse, qui font pas les choses au feeling, qui font vraiment des vérifications. Parce que c'est tout bête, hein, mais vous savez que je crois qu'il y a 2 fois plus de risques d'impayés quand c'est un particulier qui gère que quand c'est un gestionnaire professionnel qui gère. Ça ne veut pas dire que vous devez forcément mettre sous gestion, mais ça veut dire que vous devez avoir une approche professionnelle quand vous sélectionnez vos locataires. Parce que c'est ça qui fait que ça va vraiment baisser votre risque. Donc en fait, techniquement, finalement, on est à moins de 1% de gros risques d'impayés dramatiques qui durent 12 mois, procédure judiciaire, voire 18 mois. Voilà, c'est pas si énorme que ça. D'accord ? Et donc, moi, ce que je fais, donc ça, c'est la première partie, c'est que vous mettez le pourcentage. Et ensuite, la deuxième chose, parce que dans un risque, il y a la deuxième chose, il y a le pourcentage de survenus, et ensuite, il y a le montant. Combien ça va coûter ? Et donc, typiquement, là, on a vu, ça peut être 12 à 18 mois, dans les pires des scénarios, où il n'y a aucune entrée d'argent.
Donc, par exemple, comment moi, je suis rassurée au niveau de mes locataires et par rapport au loyer impayé. Alors moi, déjà, j'ai cette chance qu'on a un parc conséquent avec beaucoup de locataires. Donc, notre risque, il est lissé. Évidemment, je ne vais pas dire pareil pour quelqu'un qui a qu'un seul locataire parce qu'il a qu'un seul appartement et que sa vie en dépend. Nous, on a plus de 30 locataires qui sont là. Donc, en fait... même si on a un qui a un impayé, je veux dire, il n'y a pas de panique à bord pour nous. Donc déjà, on diversifie parce qu'on a beaucoup de logements. Deuxièmement, moi, ce que j'ai toujours en place, c'est ma trésorerie de côté, au cas où on a des problèmes qui ne sont pas prévus. Donc, je fais mon petit calcul rapide. Imaginons, j'ai que 2 appartes et du coup, il faut que je fasse mon calcul. Imagine, j'ai un impayé. Et ben en fait, il faut que je compte pendant 12 à 18 mois sans aucun loyer qui rentre. Ce que je fais, c'est que je vais regarder combien me coûte le logement. Donc, je vais regarder la mensualité et les charges. Et je vais multiplier ça par 18, voilà, ou 12, selon vous, la zone de confort que vous vous sentez. Et vous savez que c'est une épargne de sécurité que vous devez avoir à disposition au cas où que ça vous arrive. C'est tout. Une fois que vous avez cette épargne à disposition, vous avez votre petite épargne de sécurité, et ben on est bon. Tu vois, imaginons c'est un appartement, vous avez qu'un seul appartement, vous avez un locataire à l'intérieur qui doit payer, je sais pas, par exemple 700 € par mois de loyer. Vous savez que vous avez grosso modo normalement 150 € de cash flow ou 100 € de cash flow quand ça tourne. Vous avez 500 € peut-être de frais fixes si jamais il n'y a pas de locataire qui tourne à l'intérieur, mensualité, etc. Vous faites 500 x 12, ça fait 6 000. Si vous voulez être un petit peu plus large, vous faites x 18, ça fait 9 000. Et vous devez avoir 9 000 € de côté pour cet appartement, au cas où qu'il y a un pépin. Voilà. Et en fait, c'est comme ça qu'on gère le risque. Et c'est comme ça que devraient être gérés absolument tous les risques. Donc maintenant, vous avez cette approche hyper rationnelle et hyper carrée, qui est assez simple, c'est de se dire maintenant, ok, j'arrête d'utiliser des mots, c'est risqué, ça me fait peur, ça machin, c'est très dangereux, non, ça vraiment, c'est pas du tout recommandé. En fait, attends, concrètement, on parle de quoi ? Quelle est la... Déjà, de quoi on parle ? De quoi on parle ? Parce que ça, c'est important. Tu vois, c'est comme je vous ai montré là juste avant par rapport aux impayés de loyer. Tu vois, on voit des statistiques, c'est 2%, c'est 3%, c'est 4%. Ouais, mais on parle de quoi ? Ah oui, les statistiques, elles parlent de quelqu'un qui a plus de 10 jours de retard sur son paiement de loyer. Ah oui, bon, ça peut être un oubli. Ah oui, donc en fait, dans tes 2%, il y a même les oublis qui sont dedans. Ok, moi, je veux vraiment la statistique du truc relou. Donc, quelle est la statistique du truc relou ? Combien de pourcentage ça représente ? Tu vois ? Donc ça, c'est déjà de quoi on parle. Définir vraiment la chose, qu'est-ce qu'on a envie de mesurer. Ensuite, on a donc cette probabilité de survenue de la chose. Et enfin, si jamais cette chose survient, combien ça va me coûter dans le pire des cas ? Voilà. Et ben voilà. Et comme ça, en fait, vous posez les choses sur la table. Donc si vous avez maintenant... Je veux vraiment que vous ayez à la fin de cet épisode ce réflexe de vous dire quand quelqu'un vous dit que c'est risqué, même quand c'est un docteur, hein, moi c'est ce que je fais à chaque fois, hein, et puis à chaque fois les pauvres docteurs, ils savent pas où se mettre parce qu'ils savent jamais répondre à ma question, mais en fait ils me disent oui, non, ça c'est dangereux, ça c'est risqué, et là je leur pose la question, ok, mais concrètement, il y a combien de pourcentage de risque que... De quoi on parle déjà ? Qu'est-ce qui fait peur ? Quel est le problème qui se cache derrière ce que vous êtes en train de m'expliquer ? Qu'est-ce qui peut arriver ? C'est quoi ? C'est la mort ? C'est la tétraplégie ? Voilà. Dites-moi concrètement, c'est quoi la conséquence du risque qui vous fait peur ? Ok. Et quelle est la probabilité de survenue ? Ok. Et si jamais ça survient, voilà, qu'est-ce que c'est concrètement ? Et voilà. C'est exactement pareil donc pour l'immobilier. Posez la question, même quand vous avez un gestionnaire en patrimoine, un banquier, un machin, vous allez voir, hein, de toute façon, la 80% des gens qui parlent de risque, en fait, ils savent pas de quoi ils parlent et ils vont pas savoir vous répondre à la question. Vous allez leur dire, oui, mais du coup, quelle est la probabilité de survenue de X, de l'événement là ? Voilà, de tel événement, quelle est la probabilité de survenue ? Ah, je sais pas, mais c'est très probable. Ok, mais on parle de quel pourcentage ? On parle de 0,1%, de 1%, de 10%, de 50% ? Ah, je sais pas, mais c'est sûr, c'est très risqué. Je fais oui, mais on parle de combien de pourcentage ? On peut pas. Voilà, vraiment prenez ce réflexe, mettez ce pourcentage sur la table. Je veux un pourcentage. Tu vois, par exemple, ça peut même être sur je sais pas moi, la probabilité. Je sais même pas qu'est-ce qui fait vraiment peur. Tu vois, la probabilité, par exemple, qu'un chantier se passe pas bien. En fait.
techniquement, déjà, on peut chuter complètement le risque d'un chantier, hein, ça c'est clair et net, en fonction de comment on l'utilise. Parce que typiquement, parlons des risques de chantier, qui font peur aussi. Le risque d'un chantier, c'est que, alors en vrai, le vrai risque, hein, c'est que un artisan parte avec votre argent et que le travail n'a pas été fait. Concrètement, c'est ça, la peur. Enfin, la peur, en tout cas, la plus classique et la plus légitime, parce que c'est quelque chose de très fréquent qui arrive régulièrement. La peur, c'est l'artisan n'a pas fait son travail, il a encaissé le chèque, et d'un seul coup, il fait le mort, il revient plus bosser sur le chantier. Ça arrive régulièrement, j'ai déjà interviewé des gens à qui c'est arrivé, c'est un classique. En fait, là, quand je raisonne en termes de risque, bon, ça arrive, c'est pas non plus hyper fréquent, je vous avoue que là, j'ai pas fait la recherche de la probabilité, mais moi, je vais vous montrer comment moi, je résous le truc. C'est que, moi, je pars du principe que ça peut tout le temps arriver. Ça peut tout le temps arriver et que ça peut vraiment me mettre en danger. Nous, notre méthode pour gérer ce risque, elle est très, très stricte. C'est-à-dire que la trésorerie qui sort en amont pour un artisan, pour faire une sorte d'acompte, ne doit jamais nous mettre en risque et doit être toujours la plus faible possible pour que si jamais l'artisan disparaît avec cette somme, ce n'est pas grave. Voilà. Et donc en fait, nous, on raisonne toujours comme ça quand on va payer un acompte. C'est-à-dire que quand un artisan nous demande un acompte, on lui demande toujours, voilà, pourquoi cet acompte et comment est-ce qu'on peut s'organiser pour faire le plus petit acompte possible pour que vous commenciez le chantier et que moi je puisse débloquer avec parcimonie mon argent pour pas mettre mon chantier en risque. Ce qui fait qu'avec Cyril, honnêtement, on n'est jamais en panique sur un chantier parce qu'on a toujours eu cette précaution de négocier les acomptes qui devaient être versés pour se sentir serein, même si le mec il part avec l'acompte que tu as fourni, ça te met pas dans le rouge total. D'accord ? L'erreur des débutants, c'est de payer les 30% d'un compte direct sans comprendre pourquoi vraiment ils les ont payés à un artisan et puis il n'y a plus personne qui revient et puis ils ne retrouvent pas leur argent. En fait, en vrai, tu peux quand même retrouver ton argent en général, mais ça prend prendre du temps, ça prend des procédures, et puis si tu es en manque de trésorerie, en fait, tu es bloqué, et du coup, en fait, ça te bloque vraiment ton chantier, et ça te coûte encore plus cher que juste l'argent perdu, parce que ça va te perdre l'argent du retard du chantier, de l'absence de locataire, le fait de devoir gérer les trucs, donc en fait, ça te met vraiment dans le rouge sur toute la ligne. Donc gère bien les choses là-dessus, et pour nous, le risque, il est quasiment à zéro, parce qu'en fait, je considère que comme on débloque tellement précautionneusement les acomptes, honnêtement, moi je m'inquiète même plus sur ce sujet. Je considère que j'ai quasiment annulé ce risque, même s'il y a un petit risque, mais le risque finalement pour nous est devenu faible, parce que peut-être qu'il y a un risque de, je sais pas, on va dire 5% de chance qu'un artisan fasse ça. Ça arrive, c'est surestimé, je pense. Donc c'est beaucoup, 5% d'artisans qui partent avec un chèque. Je pense que c'est énorme, je pense que c'est beaucoup moins que ça, mais peu importe. Disons 5%. Et qu'est-ce que ça m'arriverait au pire du pire ? Imaginons, c'est sur un chantier à 100 000 euros, qu'on ait fait un acompte à 10 000, au pire du pire, il part avec 10 000. Est-ce qu'on est capable de le supporter ? Est-ce que ça bloque jusqu'à la fin de notre vie, notre chantier ? Non, on est capable de le supporter, ça coûte au max 10 000. On est OK, risque, OK, vert, on avance. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut faire, et faites ça avec tous les risques en fait. Tous les risques que vous avez en tête, toutes vos peurs, essayez de les décortiquer, les dépecer pour vraiment comprendre l'essence même du risque, quelle est la probabilité qu'il survienne et combien est-ce qu'il va coûter. Voilà. J'espère que cet épisode vous a fait du bien, surtout pour les personnes qui vont, pour tout le monde en vrai. Voilà. Je pense en tout cas que ma façon de voir les risques, je me rends compte qu'elle n'est pas comme tout le monde. Beaucoup de gens s'emballent en parlant de risque, mais on ne sait jamais trop de quoi on parle. Donc essayez maintenant d'être toujours un rationnel. Je vous rappelle une dernière fois de quoi on parle, quelle est la probabilité de survenue, et si jamais ça survient, combien ça coûte dans le pire des scénarios. Voilà. Et là, vous êtes à même de prendre une vraie décision parce que vous savez de quoi vous parlez. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.